Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Montpellier Hérault Sporting Club vs Lens. Victory de nos Lensois en terre pailladine, 2-0 dans un match somme toute très plaisant à voir. Je l'avais vu un petit peu en décalé, pas grand chose, mais c'est jamais trop plaisant, j'aime bien le voir en live. Parce que j'avais pas le choix, et puis je l'ai revu tranquillement et j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu. Alors bien sûr, l'opposition n'est pas extraordinaire, mais quand même le match a été somme toute très bien maîtrisé, même si en deuxième mi-temps on a vu des choses un peu plus compliquées puisque Montpellier est revenu avec pas mal d'envie. On y reviendra dans le débrief, mais en tout cas c'est un beau pied de nez à la semaine de dépression qu'on a vu sur les réseaux, notamment lié au mercato, où pas mal estimé aujourd'hui que le mercato était même, et ça c'est incroyablement malhonnête, même comparable à un mercato de 2017-2018 avec Markovic, Dankler et compagnie. Je pense aujourd'hui qu'il y a de la malhonnêteté et de l'envie de nuire clairement assumée d'une partie de la communauté qui n'arrive pas à tourner la page et qui aujourd'hui, comme elle a été impactée plus ou moins de manière personnelle par les changements qui ont eu lieu cet été, veulent absolument chier sur la direction. Et ça arrive en plus, quand la victoire est là, à retourner à moitié sa veste et à quand même réussir à chier sur la direction en disant que Will Steele fait quand même du super travail avec un effectif qui lui est imposé. Ben moi, ça me choque d'entendre ça. Parce qu'il lui est imposé par qui? Par la direction actuelle? Non, c'est un effectif qui est imposé à tout l'organigramme du club parce que c'est des joueurs invendables, trop gros salaires, trop gros contrats et qui ne veulent pas partir. Ça a été imposé par des choix directionnels qui aujourd'hui ont conduit à l'éviction de ces anciens directeurs et entraîneurs qui ont mis la merde dans les contrats et qui forcent aujourd'hui à une direction à faire avec des joueurs qui ne veulent pas partir. J'en parlerai dans la conclusion, mais je trouve ces messages complètement délirants. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au boutisme d'accuser la direction de tous les maux en essayant de féliciter Will Steele. Laissez-nous tranquilles, allez supporter d'autres clubs, allez faire votre mauvaise foi et votre malhonnêteté intellectuelle sur d'autres clubs. Moi, je trouve ça dégueulasse. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont imposés par la force des choses à tout le monde, qu'on n'arrive pas à faire virer alors qu'on leur ouvre leurs portes et qu'on veut les mettre un coup de pied au cul, et qui veulent rester à juste titre parce qu'ils ont un contrat et qu'ils se sentent très bien. Voilà. Donc faut arrêter de dire qu'on a imposé un groupe à Will Steele. Il n'a pas le choix, comme la direction n'a pas le choix, on n'a pas le droit de licencier les mecs comme ça. Le club essaye d'être quand même à peu près dans la loi. Voilà. Hein, parce que sur certaines choses, je pense que l'ancienne direction n'était pas toujours très cadrée, si vous voyez ce que je veux dire, dans certains transferts. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est un beau pied de nez, avec un recrutement qui, somme toute, donne pas mal de bonnes choses ou de choses intéressantes à voir. Ça va peut-être calmer certaines personnes anxieuses parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce prospecting de masse, machin, alors que c'est logique puisque tu vas pas, ou très peu, avoir de joueurs cotés ou avec une certaine expérience ou qui ont un rôle de cadre dans leur équipe actuelle. Tu vas pas réussir à les dénicher pour venir au mercato hivernal. C'est très compliqué, la plupart des clubs les lâchent pas, ou s'ils jouent plus, bah, ça veut dire qu'ils sont plus en confiance, qu'ils sont sur le banc et qu'ils manquent totalement, mais alors totalement, de forme athlétique et de rythme. Donc voilà, à part prendre un mec de 25, 26, 27 ans qui est dans une rota mais qui veut plus de temps de jeu, là oui, tu peux tomber sur des bonnes opportunités. C'est d'ailleurs ce qui va sûrement être fait dans les prochaines heures, prochaines 24-48 heures de ce mercato, c'est de trouver dénicher une bonne petite occasion de ce type-là. Ivan Nusek en fait partie. J'en parlerai dans la conclusion de tout ça. On parlera aussi de la mini prépa de cette semaine. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour le résumé. Puis le petit coup de gueule. Laissez la direction et Will Steele travailler. Et arrêtez tout le temps de pleurnicher pour un oui, pour un non. Et surtout d'écouter des gens qui sont en mode influenceur anti-Augourlian. Moi, je suis pas un influenceur pro-Augourlian. Je suis objectif. Si Augourlian faisait de la merde, je le dirais. Voilà, et je l'ai toujours dit, et je l'ai dit, il a fait de la merde, il n'aurait jamais dû donner mandat quasi total à l'ancienne direction pour gérer le club. Quand on est propriétaire d'un club, il faut avoir son nez dans le club, même quand tu as un directeur général. C'est aussi pour ça qu'il restera pas, parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper à plein temps du RC Lens, et il se voit que s'il est trop éloigné, eh bien ça part en couille. Voilà un petit peu le topo, on va passer à la compo.
la composition du Racing Club de Lens pour le match de ce vendredi soir. Avec dans les buts Matthew Ryan, l'Australien, qui enchaîne son deuxième match. Je pense que la messe est dite pour Hervé Kofi, pour ceux qui pensaient qu'il y aurait une espèce de rota ou une espèce de concurrence saine entre les deux. Je pense que le choix a été vite fait par Will Steele. Hervé Kofi, je pense qu'il finira par partir dès ce mercato d'hiver parce qu'il a des sollicitations en Ligue 1 et en Belgique, voire peut-être même aux Pays-Bas, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Alors il est vraiment malade, hein. C'est pas un choix du coach, c'est pas une mise en pression du coach, il a vraiment la grippe, ça m'a été confirmé, il est dans son pieu, il était pas bien du tout. Voilà. La grippe est assez costaude cette année, mais il est véritablement malade, comme Danso avait véritablement mal au genou, hein, parce que je vois des trucs, j'en parlerai aussi dans la conclusion. Mais en tout cas, voilà, Mathieu Ryan dans les buts. Une défense à 3, Medina, Sarr et Grady, hein, de gauche à droite. En piston gauche, Machado. En piston droit, Frankowski. Un milieu à 3, on va dire le trio élégant, avec El Ainaoui devant la défense et on va dire deux milieux de terrain, on va dire excentrés, un peu, on va dire mi-relayeur, mi-offensif. Thomasson à droite et Diouf à gauche. Et puis devant, une doublette, Enzola, Kouyalipou. Voilà un peu pour le 11 de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, le départ de Danso est presque acté. On verra la destination, on en reparlera dans la conclusion aussi. Je pense que Djoumaba et Bonifo ne sont pas forcément prêts à 100%, même si Djoumaba il est plutôt en forme puisqu'il a enchaîné les matchs à Valladolid, mais je pense que le départ de Danso doit être remplacé et qu'en attendant, il veut pas prendre de risque, Will Steele, d'aligner une défense à 4 un peu trop hybride. Donc au final, il décide de se mettre à 3 derrière, parce que je pense aussi qu'il veut assurer pas mal de points avant de commencer à réinstaller sa patte, parce que lui, son choix, c'est de jouer à 4 derrière, même si il se laisse quand même ce dispositif à 3 dans les mains. La charnière Medina, Sarr, Grady a montré de bonnes choses. Frankowski en piston aujourd'hui renaît totalement. Le fait qu'il est passé à 4 derrière, il a eu moins d'efforts à faire physiquement, il est beaucoup plus en forme. Machado prouve tout le temps que c'est un excellent piston gauche. Et puis ce milieu à 3, ben, je vous avouerai que voir El Ainaoui et Diouf dans la même équipe, j'avais dit hein, que c'était un truc qui allait fonctionner. Donc je trouve que le choix est plutôt intelligent. Voilà. Et du coup, le duo Kouyalipou Enzola, il faut le roder parce que c'est sûrement peut-être le futur duo de cette attaque si on joue en 4-4-2, voire pour l'instant il donne du temps de jeu égalitaire aux deux joueurs en attendant de peut-être partir sur un autre système où il y aurait deux ailiers et sûrement une rota entre Kouyalipou et Enzola. Voilà, moi c'est ce que je vois. Donc je pense que pour l'instant, tant que tout n'est pas fait niveau recrutement, il va faire jouer les deux, il va leur donner un maximum de temps de jeu, et puis il va essayer de faire en sorte que ce duo se rôde, que sur certaines phases de jeu, ils vont sûrement peut-être se retrouver à deux selon les modalités de jeu, le scénario du jeu. Donc il est en train de rôder un duo, donc je trouve que ce fameux 3-5-2 a plutôt de la gueule. Alors, bien sûr, c'est pas du tout le même style que Francaise, parce qu'il joue avec deux attaquants. Et moi, j'ai toujours dit que le 3-5-2, c'est quand même plus intéressant niveau offensif qu'un 3-4-2-1 ou qu'un 3-4-1-2. Parce que le problème du 3-4-1-2, c'est que t'as qu'un milieu de terrain offensif derrière tes attaquants. Et que du coup, les deux milieux de terrain qui sont derrière sont souvent hyper défensifs. Même, à part si t'as, bien sûr, Seko Fofana, mais Seko Fofana, il y en a qu'un. Et puis, bien sûr, le 3-4-2-1, c'est hyper pas bon, parce que tes deux milieux de terrain, s'ils sont pas offensivement hyper intéressants et hyper efficaces, t'as qu'un attaquant, donc c'est très compliqué. Même quand t'as tes pistons, si tes pistons débordés et de se recentrer pour frapper, c'est facilement défensable, et quand ils centrent, il y a quasi personne dans la surface. On l'a vu en fin de saison dernière, ça fonctionne que quand tu as des super milieux de terrain offensifs capables de devenir attaquants, et on n'en avait pas du tout. Donc là, je pense que ce 3-5-2 est plutôt intéressant.
Alors bien sûr, moi je dis pas que j'aime pas la défense à 3. Moi je dis juste que Will Steele il veut une défense à 4. Maintenant, je pense que Will Steele est un excellent coach et a sûrement bien discuté avec ses frérots et il s'est dit pour le moment j'ai pas tout ce qu'il me faut. On va rester à 3 derrière. Les mecs sont capables d'y jouer, ils connaissent, c'est rodé et Malang Sarr monte en puissance. Donc on va continuer comme ça tant que j'ai pas tout le monde, que j'ai pas mon effectif fini à la fin de ce mercato. Je vais sûrement essayer de me placer dans ce système-là. À voir contre Nice, je pense qu'on verra quand même une défense à 3 pour être assez solide sur ses appuis. On voyage plutôt bien, mais je pense que voilà, on va revoir cette défense à 3 assez de manière régulière dans le championnat, mais on verra aussi la défense à 4 qui permettra d'avoir 2 ailiers et un attaquant. Voire une doublette et puis jouer en 4-4-2 avec dans ces cas-là 2 ailiers un peu plus au milieu de terrain mais capables aussi d'apporter. Voilà. Donc c'est intéressant, mais tu peux pas jouer en 4-4-2 avec Sotoka et Fulgini sur les ailes, c'est impossible. Voilà, avec un Agbonifo, oui, vu ce qu'il a montré, il peut jouer sur les ailes dans un 4-4-2. Voilà un petit peu ce que je pense de la compo. On va passer aux notes. C'est parti pour les notes. La note de 7 à Mathieu Ryan. Bon match de Mathieu Ryan, le gardien australien. Moi, je l'ai trouvé très rassurant. Il a fait 1 ou 2 parades. Les prises de balles aériennes ont été plutôt bonnes. Les sorties sur les corners ont été plutôt bonnes. Là où je trouve que Samba, des fois, hésitait à sortir sur les corners, lui, il n'hésite pas à mettre les points. Je l'ai trouvé bien plus rassurant dans son jeu au pied. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui provoque avec sa superbe relance le premier but au bout de 34 secondes. Moi, je l'avais dit, hein, le temps à Bollard l'a sûrement perturbé parce qu'il faisait un temps monstrueux avec du vent. Je pense que ça l'a perturbé pour sa première. Là, avec un temps beaucoup plus clément, j'ai trouvé ses relances à la main et ses relances au pied très intéressantes. Il n'a pas hésité à allonger plutôt que d'aller chercher du jeu court, se mettre en pression parce que Montpellier pressait assez bien par moment. Et je trouve qu'il a su alterner jeu au long et jeu court. Et il a fait des parades qu'il fallait. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà. Moi, ça augure de bonnes choses. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est sa communication. Très communicative, très gueulard, il les a harangués. Le mec va voir toute sa défense. En fin de match, attrape tout le monde dans les bras. Le mec est impliqué à 100% dans son projet. En plus, il parle anglais, donc la plupart de certains de ces joueurs-là parlent anglais. Donc il a une adaptation assez rapide. Je l'ai entendu parler français sur 2-3 trucs. Donc ça va commencer à bien causer. Et j'ai pas mal aimé. J'ai pas mal aimé le match de Mathieu Ryan. C'est plutôt de bon augure pour la suite, à voir face à des oppositions bien sûr plus costaudes. Mais en tout cas, ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Voilà. On va commencer par la charnière centrale avec Medina. J'ai mis la note de 7 à Medina. Il fait un bon match, Medina. Bon, il prend son carton jaune habituel très très tard dans le match. Ou très tard en première mi-temps, je sais plus. Enfin bref, il le prend vraiment en fin de partie, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, je trouve que sa partie a été bonne. Il s'est projeté, il a montré des choses, il a tenté des choses. Il se plaît beaucoup dans une défense à 3, bien plus que dans une défense à 4, même si je pense que dans une défense à 4, c'est un peu son avenir, parce que comme je l'ai dit, le poste qui est en balance en équipe nationale argentine, c'est le poste de latéral gauche. Il y a un pacte entre Will Steele et Medina pour faire jouer latéral gauche, mais en attendant, en défense centrale axial gauche, il est très bon, très très bon, et vraiment à son aise. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. J'ai mis la même note à Malang Sarr. Bah ouais, deuxième partie, très intéressante de suite. Il monte vraiment en puissance. Il a été présent en conférence de presse. Je pense qu'il monte en puissance aussi dans le vestiaire. On le voit à la fin du match où il chambre un peu Tom Pouilly pour le clapping. J'en parlerai aussi dans la conclusion de Tom Pouilly. Hein, vraiment un petit symbole. Et voilà, c'est un mec vraiment extraordinaire. Dans la manière qu'il a d'appréhender ce groupe, il est en train petit à petit de prendre ses marques. Il l'a dit lui-même, hein, il sent de mieux en mieux, il commence à retrouver des sensations de lui-même d'il y a 1 milliard d'années. Et j'ai trouvé son match bon. Il a récupéré un nombre incroyable de ballons au duel, même quand c'était chaud. En deuxième période où Monaco, non c'était pas Monaco, où Montpellier, pardon excusez-moi, où Montpellier a commencé à appuyer un peu sur le champignon, il a récupéré pas mal de ballons, il a gagné pas mal de duels dans la surface et devant la surface.
Les relances ont toujours été propres. Il a de temps en temps fait quelques petits démarrages, peut-être que quelques petites projections balle au pied, mais sans prendre un risque énorme, parce que je pense qu'il n'a pas encore la conscience pleine de ses moyens, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son match. C'est propre et ça augure de bonnes choses. Je pense qu'il est vraiment en train de se stabiliser émotionnellement et il est en train de prendre du rythme. Même note pour Grady, bien sûr, très à l'aise dans cette défense à 3, même s'il y a un tout petit déficit de vitesse, mais comme tu as Frankowski qui est plutôt très très bon en ce moment, il arrive quand même à pas se faire niquer. Physiquement, ça peut commencer à cuiner, hein, clairement, parce que sincèrement, c'est toujours un peu compliqué physiquement pour lui de tenir. Les années commencent à peser, mais en tout cas, il a été au niveau dans cette défense à 3. À 4, il a montré des choses aussi, donc au final, il prouve, même si je pense que le déficit de vitesse dans une défense à 4 lui nuira au niveau de la concurrence, mais en tout cas, il a fait le boulot. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a montré Grady tout au long de cette partie. Cette entente avec Frankowski est quand même plus que bonne. On va parler donc des Pistons. Avec bien sûr le match de Frankowski, j'ai mis la note de 9 à Frankowski. Il fait un excellent match et le retour du Frankowski de bon augure. Il a été bon, il a montré de superbes choses. Bon, il n'a pas été décisif, mais il a tellement apporté sur son couloir droit qu'il a fini par en dégoûter les Montpelliérains. Il est de retour depuis quelques temps. Depuis le passage à 4, hein, où il a eu moins d'essuie-glace à faire, il s'est refait la cerise et là, du coup, il est quand même extrêmement fort sur ses appuis et fort au niveau physique avec une baisse de régime qui n'existe pas. Donc, sincèrement, excellent match de la part de Frankowski. On veut le voir tout le temps comme ça, mais je pense que les passages à 4, à 3, etc. lui permettent aussi de souffler parce que quand il passe à 4, il a moins de longueur à faire et d'aller-retour à faire. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer pour lui. Machado, j'ai mis la note de 7 à Machado. Il a fait un bon match sur son couloir gauche. Des centres quand même, il a tenté pas mal de centres. Alors moi j'ai trouvé qu'il avait été moins en vue que Frankowski, qui avait fait un super match. Mais en tout cas il a été bon. Les deux Pistons sont à la hauteur de ce qu'ils ont pu apporter. Je trouve sur la saison où finit deuxième, je les trouve aussi performants l'un que l'autre par rapport à cette saison-là. Il a multiplié les centres, les mises en danger de la défense montpelliéraine, les tentatives de pénétration. Il y a même à un moment donné une faute qui mérite peut-être plus qu'un carton jaune, même si je pense qu'il y avait encore des Montpelliérains pour intervenir. Aller à la limite de la surface de réparation, mais sincèrement, il a montré pas mal de choses et il fait un bon match. Voilà, mais je compare toujours entre deux joueurs et je trouve que Frankowski a été excellent, il a été moins excellent, donc je pense sincèrement qu'il a fait un bon match. J'ai bien aimé son match. Au milieu de terrain, un autre qui a été excellent, c'est bien sûr Thomasson, qui, avec ses 2 passes décisives et sa vista, a été très intéressant à droite, dans un poste un peu plus haut, mais avec quelqu'un derrière lui, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus sécurisé. Et il a montré de superbes choses, une jolie passe décisive à la 34e seconde, une deuxième en deuxième mi-temps, il en a fait une par mi-temps, s'il fait ça tout le temps, il va être plutôt bien, métamorphosé, comme quoi un coach fait beaucoup dans le mental de ses joueurs, et le fait que Will Steele lui ait donné une espèce de nouvelle chance, et a cru en lui, ça le booste à mort. En tout cas, voilà, il a pris une aura monstrueuse dans cette équipe, et voilà, faut le dire, il n'a pas été bon l'année dernière, il a été même plus que mauvais. Cette année, il est rené. Alors, j'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur, mais c'est clair que s'il avait gardé ce niveau-là, on n'aurait pas pu le garder. Maintenant, je pense que Will Steele a décelé la possibilité de le faire renaître en mode Phoenix, et sincèrement, il a montré de très très bonnes choses depuis le début de la saison. Il fait un excellent match hier. Il a été vraiment exceptionnel. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré tout le long du match. Un autre qui a été très bon aussi, et ça me fermera des bouches, c'est Andy Diouf. La note de 8 fait un très bon match. Alors je mets pas excellent parce qu'il n'a pas été décisif, mais en tout cas il a montré plein de choses. J'adore ses prises de balles orientées, contrôle orienté, où il s'ouvre l'espace, sa vitesse, sa puissance. Et je trouve qu'il a été beaucoup plus intéressant dans les 30 derniers mètres. C'est là où il pêche. Et je trouve que là, il n'a pas pêché, il a été très bon.
Il a montré pas mal de choses et sincèrement, ça m'a plu. Ça m'a plu ce qu'il a montré parce que on voit là le Andy Diouf qu'on veut voir et un peu plus haut, un cran plus haut, avec moins peut-être de tâches défensives à gérer. Je le trouve beaucoup plus à l'aise, même s'il a récupéré des ballons. Il a gagné un nombre incroyable de duels face à ses vis-à-vis. C'est monstrueux. Il a bouffé le milieu de terrain. Et lui, il a été vraiment un milieu, on va dire, offensif relayeur de très haute facture. J'ai mis la note de 9 à El Ainaoui. Excellent match d'El Ainaoui en sentinelle. Il a été exceptionnel. Je le dis, pour ceux qui veulent El Ainaoui à la place de Diouf. Non, El Ainaoui, c'est pas un milieu de terrain box-to-box. C'est un milieu de terrain défensif. C'est une sentinelle devant la défense. Le nombre de ballons qu'il a récupéré, c'est astronomique. Il a été exceptionnel sur ce poste-là. Dans la relance, les passes ont été très bonnes. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que des passes longues. Il a beaucoup joué sur les deux milieux de terrain devant lui. Le trio a vachement bien fonctionné et doit être reconduit, quel que soit le type de défense derrière. Parce que franchement, ce milieu à 3-là est très, très, très intéressant. Avec Oger Diran sur le banc et pourquoi pas dans l'avenir Bulatovic. S'il vient, si on arrive à se débarrasser de DPDC, ça risque quand même de faire très mal à pas mal de milieux de Ligue 1. Moi, j'ai beaucoup aimé ce trio. Excellent le trio. Et franchement, El Ainaoui devant la défense, c'est du très bon. Il revient bien physiquement parce qu'il a quand même une blessure très embêtante. Alors sincèrement, c'est une sentinelle de très haut niveau. Bon, pas sûr qu'on le garde sur ce mercato hivernal, je pense qu'il n'y a pas d'opportunité, mais l'été prochain, il est parti. Ça, vous pouvez en être sûr, surtout s'il fait 6 mois comme ça derrière. Ça sera une des ventes de l'été. Il n'y aura pas que lui, mais je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, voilà, s'il est à ce rythme-là, le trio élégant, il peut faire très mal en Ligue 1. Devant, j'ai mis la note de 8 à Nzola. Il fait un très bon match du début à la fin. Alors bien sûr, techniquement, c'est pas toujours extraordinaire, mais je trouve que c'est pas un peintre non plus. Mais alors, quelle débauche d'énergie, quelle puissance et que de duels gagnés face à des Golgoth. Quand tu vois Kouyaté, il l'a bouffé, mais dans tous les secteurs, il aura fait mal, mais mal. Alors bien sûr, c'est Montpellier, c'est en difficulté, mais l'impression de puissance d'Nzola est extraordinaire. Et même en termes de vitesse, il est capable d'envoyer du steak. Je trouve que plus ça va, plus il a un pic de forme. Et franchement, il m'a impressionné. Bien sûr, il marque un but de renarder surface. Il est là au bon moment. Il a une superbe frappe en deuxième mi-temps parce qu'il mérite de mettre au moins un doublé. Il n'y a pas que lui. Mais très bon match d'Nzola. Franchement, ça m'a plu et ça fait fermer des bouches parce que j'en ai vu des critiques sur Nzola depuis le début de la saison. En attendant, il est à 7 buts, une passe décisive, toute compétition confondue. Et il est à 6 buts, une passe décisive en Ligue 1. Il y a quand même une stat qui ment pas parce que cette stat-là, j'aime bien. C'est que en rapport match-but, passe décisive, il est décisif un match sur 2 en moyenne. Enfin, faut quand même le dire. Il est décisif un match sur 2. C'est-à-dire qu'il a joué 16 matchs, je crois. Et sur ces 16 matchs, je crois, c'est ça. Il a 6 buts, une passe décisive. Je suis désolé, il est presque décisif un match sur 2. C'est énorme. On n'a pas eu ça depuis Openda, je crois, sur toute une saison. Donc voilà, alors bien sûr, on va pas faire une saison là Openda, mais moi je pense que s'il continue comme ça, il peut au moins dépasser les 10 buts en Ligue 1. Je suis désolé, pour une première saison où tu arrives un petit peu, que tu as du mal à t'adapter, ça vaut le coup. Donc je sais pas si on va le garder parce qu'il a un gros salaire, mais je pense que même si l'option d'achat est élevée, il aura une saison pleine dans cette équipe et qu'il aura le temps de se refaire, mais en tout cas il a montré vraiment de bonnes choses. J'ai mis la note également de 8 à Koyalipou. Alors bien sûr il n'a pas marqué, mais alors dans un registre différent, il a été super intéressant. Alors techniquement c'est supérieur à Nzola. Les dribbles, les prises de balles, il est vraiment très intéressant. Il aurait pu marquer un doublé s'il était un petit peu plus patient, au moins un but. Parce que sur l'autre but, il y a coup de coude. Même s'il est un peu serré par le défenseur, il doit se défendre autrement qu'à coup de coude. Pour moi, le but est justement refusé. Mais le deuxième but, il doit faire un peu plus preuve de patience. En plus, il aurait permis à Diouf d'avoir une passe décisive. J'en ai pas parlé, mais voilà. Et ça fait aussi partie des améliorations dans les 30 derniers mètres parce que le ballon est super bien donné.
Mais Koyalipiou, voilà, il a fait un super match, il a été bon, il a été très bon, et voilà, je trouve que ce duo est en train de se rôder. Ça avait pas été super tété au match dernier, parce que je trouve qu'il se marchait un peu dessus. Là, il commence à faire des appels à croiser, etc., à profiter un peu l'un de l'autre. Bah sincèrement, voilà quoi, ça peut donner des étincelles, et il aurait mérité au moins un but sur ce match. Alors du coup, il a marqué qu'un but en 3 matchs. Mais je pense que ça va venir et qu'il va commencer à enchaîner, mais il faut qu'il marque, quoi, parce qu'à un moment donné, ça, les attaquants marchent à ça. Hein. S'il commence à avoir quelques buts ratés comme ça peut le trotter dans sa tête. Mais en tout cas, dans le jeu, dans ce qu'il a montré, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les remplaçants, bah, c'est pas les mêmes notes. Et c'est là que tu te dis qu'il y a quand même un problème de banc. Parce que sincèrement, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut que les remplaçants, ils montent plus que ça, quoi. Ils montent là, moi, je trouve que c'est pas tété. Alors, bien sûr, je vais mettre la note de 7 à notre ami Agbonifo, qui fait une bonne entrée, puisqu'il a marqué au bout de 1 minute. Maintenant, il a montré pas mal de choses qui font taire un peu tout le monde. Je trouve qu'au niveau du dribble, c'est vraiment un profil qu'on n'a pas, capable de dribbler sur un seul pas. Il est hyper vif, des dribbles dans la surface de réparation. On n'a pas vu ça depuis, je pense, la chute de Rome. C'est un truc de malade. C'est la première fois que je vois un crochet dans la surface d'un joueur depuis... Enfin bref. Mais je trouve que ça a été très intéressant. Maintenant, il a fini en marchant. Voilà, physiquement, il n'est pas encore prêt. Donc, c'est une bonne entrée. Il a été très efficace. Sur une action, il décale super bien Frankowski. Il est capable d'être altruiste. Il se bat sur les ballons, mais physiquement, il n'est pas du tout au point. Donc, il lui faudra 2-3 semaines pour être OP. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait une semaine de préparation. J'en parlerai un peu dans la conclusion. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son entrée. OG Diran, j'ai mis la note de 5. Moi, je trouve que l'entrée est moyenne, parce qu'il fait une grosse faute, hein, où il prend carton jaune, il doit mieux faire que ça. Faut voir qu'il calme son agressivité, je pense que ça doit lui nuire au niveau des titularisations. J'attends mieux, mais je pense qu'il est pas mal couvé, c'est plutôt l'avenir. Maintenant, on verra bien si le test est concluant. Est-ce que Will Steele a confiance en ce joueur-là? Je sais pas. Mais en tout cas, il grappille du temps de jeu, mais pas beaucoup. C'est vrai que j'aimerais plus le voir, mais dans la configuration où on pourrait être dans un milieu à 3, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu sur la longueur. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il avait montré en début de saison était plutôt intéressant. Mais forcé de constater qu'il disparaît un petit peu des radars. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé son entrée moyenne doit mieux faire. Mais après, il est rentré assez tard, donc... Voilà, sa décharge, il n'a pas eu trop le temps de se montrer, mais je trouve que la faute, voilà, elle était dangereuse, elle apporte un coup franc dangereux, elle est un peu inutile, et il doit mieux faire sur son intervention. Ça, c'est pour OG Diran. Alors, Joumaba, bah, je le note pas, parce que il a rien fait. C'est pas la peine, je vais pas mettre correct, parce que je vais quand même faire allumer, parce qu'on va me dire, bah, il est rentré, il a rien fait, donc il a rien fait, il est non noté, hein. Joumaba, mais enfin, en tout cas, il a fait sa première dans le groupe. Donc, Joumaba, Agbonifo et OG Diran, les deux dernières, c'est magnifiquement les superbes notes de cette partie. La note de 1 à Fulgini, bah, je suis désolé, hein, 10 ballons touchés ou 12 ballons touchés, 10 de perdus. Hein. Allez, c'est bon, rentre chez toi. Il a réussi un dribble. Voilà. Il a réussi un dribble, il fait une entrée catastrophique, indigente, et sincèrement, qu'on aille le chercher, quoi. Parce que pour faire des entrées comme ça, il a rien apporté, il a perdu tous les ballons, il nous a mis en difficulté dans sa rentrée, voilà, je le dis, et on a pris pas mal de bouillons et de contre-attaque et de phases de transition parce qu'il est incapable de garder un ballon. Donc voilà, allez. Moi, je veux un autre milieu de terrain pour plus voir ce mec-là, ou un autre ailier, mais en tout cas, il n'a pas été bon du tout. Enfin, ça fait peur. Quand on voit des joueurs comme ça fait très peur. La même note à Saïd, plus du tout concerné. Hein. De toute façon, depuis qu'il est revenu de blessure, il est plus concerné parce qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, c'était plus une option crédible devant. Et c'est un joueur qui a aucun physique moral. Voilà. Il n'y arrive pas. Hein. Quand il n'est pas le meilleur, le mec titulaire tout le temps, ben, il plonge dans la dépression. Hein. Voilà, c'est les retours. C'est un mec qui est pas solide mentalement. Et il est plus du tout concerné, quoi. Le dégagement hyper dangereux qui est quasi une passe décisive, catastrophique. Enfin, c'est pareil, lui s'il peut aller en MLS avec des PDC, on va pas s'en priver, quoi. Préfère voir un jeune attaquant de la Gaillette que de voir ça, hein. Ça, sincèrement,
Ça fait peur. Voilà. Il est temps qu'il s'en aille. Merci R9 de Wish. Parce que tout le monde l'a appelé R9 parce qu'il a dribblé 5 joueurs dans la surface de réparation. Mais enfin, en attendant, saison catastrophique. Et la saison dernière, même s'il met 5 buts, c'était pas tété non plus. Hein. Donc moi, il m'a jamais convaincu ce joueur-là. Voilà. C'est Francaise qui le fait venir pour au final pas le faire jouer. Il chie sur la tronche de Francaise à l'intersaison pour faire ce qu'il fait là, c'est-à-dire rien. Et voilà, il est temps qu'il tourne la page de Lens et qu'il aille étaler ses jambes de cristal et ses muscles en cristaux ailleurs. Merci pour tout, Wesley. Au revoir. Eh ben, j'ai mis la note de 8 à Will Still. Déjà, ben, la compo est très intéressante. Il n'a pas hésité à reconduire les choses qu'il avait envie, c'est-à-dire une attaque à 2. Je trouve que les choix sont tous très bons et que le coaching a été assez intéressant. Voilà. Surtout avec l'entrée du jeune Feu Follet, il n'a pas hésité à le faire rentrer. Après, il fait avec ce qu'il a sur le banc, hein, parce que à part Djoubaba, le reste, offensivement, c'est nul. Donc voilà, avec Satriano et Rémi Labolascari, c'est plus la même équipe. Hein. Sincèrement, t'as encore ces deux joueurs-là sur le banc. Aujourd'hui, t'as une énorme équipe. Voilà. Pour moi, t'as une énorme équipe qui peut jouer le top 5. Je dis pas que tu joues le top 3, mais quand tu sors tes attaquants pour Satriano et Rémi Labolascari, bah, je pense que tu peux faire de très bonnes choses. Voilà. Et moi, je trouve que sa compo était très intelligente, très bonne, et que sa gestion du match a été très bonne. Bon, il prend un carton rouge, mais ça, je vais y revenir juste après dans la note de l'arbitre. Mais très bon. Très bon, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. Il sera pas là face à Nice. Voilà. Bon, bah, c'est tout. C'est Edouard qui va gérer. C'est le grand frérot qui va prendre la suite. Pas de problème. Pas de problème pour Well. L'arbitre de Sheppy, hein. De Sheppy, j'ai mis la note de 4, c'est insuffisant. Parce que moi, je trouve qu'il enflamme le match tout seul, il part en couille tout seul. Bien sûr que les entraîneurs, ils se sont montés le crâne. Mais tu mets un carton jaune, tu les vires pas. Enfin, il a fait le policier, après il commence à s'énerver après tout le monde. Il a flambé le match tout seul. Maintenant, ses décisions, je pense qu'il n'y avait pas forcément pédo, mais il y avait peut-être à revoir s'il n'y avait pas une annihilation d'occasion de but, même si je pense qu'il y avait encore des Montpellierins pour intervenir. Il y a une semelle dégueulasse sur Thomasson. C'est nous, c'est carton rouge, c'est revu à la VAR. Tu peux être sûr. Là, simple carton jaune, il lui a déchiré la chaussette, il saigne. Enfin bref. Je trouve ça catastrophique, mais... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça insuffisant, mais j'aime pas trop de Sheppy. Je trouve qu'il est enfin, c'est trop un caïd du terrain. C'est trop il veut faire trop la star du terrain. Il a envenimé le match tout seul, quoi. Enfin bref, c'est pas grave, mais bon. Ah, c'est le niveau d'arbitrage de Ligue 1. Hein. Pour certains, tu vois là, l'arbitre de Lens-Angers, j'aime beaucoup. Hein. Lui, il joue pas la star, mais de Sheppy, lui, il joue la star. Bah Montpellier, j'ai mis la même note, j'ai mis insuffisant. Hein. C'est une équipe qui a eu 2 victoires, mais derrière, je trouve que c'est une équipe beaucoup plus peut-être en forme, comme nous. Parce que Montpellier, ils n'ont pas montré de belles choses. Ils sont pas tétés, Montpellier, Monaco en ce moment. J'ai du mal, Monaco, Montpellier. Ils ont joué contre un Monaco qui est un peu dans la difficulté, je trouve. Qui l'a montré aussi en Ligue des Champions. Les Monégasques, attention de pas trop dévisser parce que derrière, ça arrive vite. Et du coup, enfin voilà, cette 3e place qualificative directement, elle est pas close. Bon, Marseille vont jouer l'OL. Il va falloir que les Marseillais l'emportent pour essayer au moins de sécuriser cette 2e place. Mais Monaco, il va falloir qu'ils cravachent et qu'ils enchaînent les victoires en Ligue 1 parce que il y a du lourd qui arrive derrière. Lille, Lyon, nous, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Nice, enfin voilà, il y a des prétendants à cette fameuse 3e place. La guerre pour les 5-6 premières places vont être une sacrée guerre, surtout que Brest arrive comme une fusée, enchaîne des matchs où ils peuvent engrainer des points, sont qualifiés, sont détendus du blanc, ça va enchaîner derrière, il va sûrement y avoir des confrontations entre Brest et ces équipes-là. Faudra pas éliminer Brest non plus, qui fait une saison plus qu'honorable. Hein. Mais en tout cas, Montpellier, moi j'ai trouvé que c'était quand même en difficulté. Ils vont devoir réenclencher, sous peine de finir en Ligue 2. Bon, il y aura Chotard à les récupérer dans cette équipe-là. Il y a 2-3 mecs comme El Tamari, hein, qui est visé par Rennes, je crois. Donc il y a pas mal de joueurs qui surnagent dans cet effectif, mais défensivement, c'est assez erratique. Et au milieu de terrain, TJ Savanier, il est en fin de course, puis Andy Delors, c'est une fausse bonne idée, hein, clairement. On verra bien dans 2 semaines pour Montpellier, mais
j'ai du mal un petit peu de croire que ce mec-là va révolutionner l'attaque de Montpellier. Puis quand t'as Wabi Kazri dans l'effectif, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, j'ai jamais compris. Voilà, il peut faire 2-3 éclats, mais Wabi Kazri, c'est plus au niveau de la Ligue 1 pour moi. L'ambiance, du parcage lensois, je suis désolé. Elle est très bonne, les gars. Vous avez fait du bon boulot. On a entendu les corons, ça fait beaucoup de bruit, le beau clapping à la fin. Bravo, les gars. Bravo pour le déplacement. J'ai plus l'âge, hein, mais vous avez l'âge, donc profitez-en. Bon, pour ceux qui ont des enfants qui arrivent à se déplacer, tant mieux, mais quand t'as des enfants, c'est plus que compliqué. Hein. Sinon, t'es pas très présent pour tes enfants. Gros. Mais bon, après, il y en a qui arrivent. Hein. Mais félicitations à vous et super ambiance. Merci beaucoup. Voilà un peu pour les notes. On va passer au débrief. Et puis après la conclusion, c'est parti pour le débrief. Alors ce match, il démarre pied au plancher, il fallait pas être en retard, la fameuse expression des commentateurs pour ce match. J'ai bien aimé la vidéo d'un supporter montpellierin qui monte les travées, qui voit à ce moment-là, juste avant de s'installer sur son banc, Enzola la mettre au fond. C'est sûr un super mouvement, hein, parce que ça part quand même d'un jeu très intéressant, d'un décalage, d'une remise sur Diouf qui rend bien le ballon derrière pour se dégager du pressing. Derrière, ça va jusqu'à Ryan qui fait une superbe relance sur Medina qui fait une superbe mise en profondeur de Kouyalipou. Derrière, Enzola est un peu hors jeu, il se replace bien, Kouyalipou fait ce qu'il faut, il va frapper, c'est contré, et Thomasson derrière en renard des milieux de terrain, décale magnifiquement avec une belle passe décisive, Enzola qui la pousse au fond, 1-0, 34 secondes, but le plus rapide de cette saison. On a enfin un trophée. Et on démarre le match avec la meilleure des manières. Alors Montpellier prend un gros coup sur la tête, on maîtrise plutôt bien le match. Après, à un moment donné, on a commencé à vouloir un petit peu gérer, même si on a eu pas mal d'occasions avant de commencer à gérer. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 buts refusés pour Kouyalipou. On a été vraiment costaud et très puissant offensivement avec une doublette qui leur a fait très très mal, et un Thomasson au four et au moulin, et un Diouf qui a fait très mal aussi. Et puis derrière, Enea qui a fini de nettoyer les ballons qui traînaient. Et voilà, sur quelques phases où El Tamari a pris un peu de vitesse, on a été mis en danger, mais Macho et Ryan a récupéré toutes les miettes. Il y a eu bien sûr un sursaut montpellierin en fin de mi-temps, parce que je pense qu'il fallait qu'on récupère un petit peu et que les montpellierins sont un peu sortis du bois. Il y a eu la grosse occasion. Bon, il y avait hors-jeu d'un poil de bite. Hein. Je pense qu'avec la nouvelle réforme, il n'y a jamais hors-jeu. Et Khalid Fayad croit égaliser. Alors ça aurait été quand même assez sévère, parce qu'au final, on aurait dû au moins mettre 3 buts sur cette mi-temps. Mais bon, on va pas résoudre les problèmes d'efficacité offensive, même si les buts ont été mis de la part de Kouyalipou. Il n'y a pas non plus de frappe complètement manquée ou de trucs un peu chelous, même si à un moment donné, Diouf, il a la tête dans le guidon, il croise sa frappe, mais en même temps, il a fait une telle chevauchée qu'il méritait de frapper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'offensivement, les frappes ont été mises au fond. Maintenant, il y a eu une faute sifflée justement pour un coup de coude, et puis un hors-jeu parce que Kouyalipou doit mieux se placer, s'il se place mieux à la butte. Donc voilà, s'il y a 3-0 à la fin de cette première mi-temps, c'est pas volé, clairement, parce qu'on a été largement au-dessus des Montpellierins, mais on aurait pu être aussi à 1 partout. Ça aurait été volé, mais pas forcément, parce que les Montpellierins ont fait 10 minutes intéressantes. Machu Ryan fait la bonne parade, derrière la défense dort un peu, ça j'ai pas trop aimé, mais en tout cas ça fait 1-0 à la fin de cette première mi-temps. Mais on se dit qu'il va falloir quand même rapidement enfoncer le clou, et le scénario de cette deuxième mi-temps, il est assez révélateur de ce que peut être la Ligue 1. Montpellier rentre avec de meilleures intentions, nous on n'est pas forcément bien rentré dans cette première partie de deuxième période, et Montpellier nous met une pression de dingue, et c'est là où Mathieu Ryan rentre un peu en piste en étant décisif. Il a récupéré plein de ballons, notamment sur les nombreux corners qu'ont eu les Montpellierins. Il a fait plein de sorties, ce que fait rarement Samba, je trouve, là-dessus. Des fois, il est un peu fautif de pas sortir parce que les duels à la tête, il est pas toujours bien placé, et on a pris pas mal de buts sur corner. Là, Mathieu Ryan n'hésite pas, il claque les ballons, il est plutôt bien placé, il n'hésite pas à s'imposer alors que c'est pas un grand gardien en termes de taille. Et il a fait les arrêts qu'il fallait, en tout cas, sur les grosses occasions qu'ont eu les Montpellierins. Ensuite, il y a l'entrée d'Agbonifo à la place de Kouyalipou. Et 1 minute après, il y a but. Voilà, parce que Agbonifo est très bien placé et que c'est la guerre.
que Enzola, quand il lance son corps plein de muscles, à pleine puissance, il défonce toute la défense. Derrière, encore une fois, un ballon bien récupéré par Thomasson, qui met le ballon parfaitement pour l'ami Agbonifo, qui marque son premier but au bout d'1 minute de jeu à Lens. Et puis après, Agbonifo a montré ses qualités, ce qui a vraiment fait reculer les Montpelliérains, parce qu'en élimination, en 1 contre 1, que ça soit à droite ou à gauche, il aura mis la misère. Il a été très intéressant. Bon, après, il a commencé à souffrir un peu au bout de 20 minutes de jeu. Il était cuit, le gamin, mais ça c'est normal, hein, il a absolument pas de rythme, puisqu'il y a une coupure de championnat en Suède. Mais en tout cas, voilà, il a retourné un peu le truc. Les remplacements qui ont eu lieu après, ils n'ont pas forcément été extraordinaires au niveau de l'apport. D'ailleurs, on a repris un peu la foot quand on a vu rentrer Fujini et ses 10 000 pertes de balles. Ogé Diran, bon, il a fait une grosse faute, mais bon, il n'a pas non plus été négatif dans l'aspect footballistique. Mais quand on voit la rentrée de Wesley Saïd en fin de match, il apporte du danger pour nous et pas pour l'équipe adverse. Hein. Donc voilà, les remplacements nous ont un peu pesé, mais au final, on est bien revenu dans cette deuxième mi-temps et on a repris les choses en main et on a été redangereux. Même si malheureusement Enzola met pas sa belle frappe du gauche avec une super parade du gardien montpelliérain. Et moi je trouve que Enzola aurait mérité le doublé, comme Koyalipou aurait mérité un but. Agbonifo a été a fait une entrée qui méritait d'avoir une occasion au moins, il l'a mise au fond des filets. Donc voilà un petit peu pour ce match qui, somme toute, a été globalement maîtrisé. Et ce 2-0 est pour moi mérité, on aurait peut-être même plus marqué. Et au goal average, on revient à hauteur des Lyonnais, ce qui veut dire que si Lyon perd face à l'OM, on sera devant en termes de goal average. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça nous permettrait d'avoir un petit point en plus et de sécuriser un peu plus cette 5e, 6e place pour la prochaine journée, puisqu'on se déplace à Nice. On va aller sur la conclusion et la projection. Allez les amis. C'est parti pour la conclusion, 2-0, hein. Comme je l'ai dit, on est 5e au moment où je vous parle, ça va peut-être sûrement bouger, à moins que au final on sera au pire 7e. Mais je pense sincèrement, j'ai du mal à croire que Lyon va s'imposer à Marseille. Face à Marseille, je sais pas si c'est OL, OM ou même OM, OL, je sais pas, vous me le direz. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que l'OM peut l'emporter, mais en cas de match nul, de toutes les façons, si l'OL ne l'emporte pas, on est au pire 6e. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, on a fait une bonne opération. C'est un match à l'extérieur, on est plutôt à l'aise, mais j'ai trouvé que dans le jeu, ça avait vraiment bien évolué. Et donc, voilà, on marque 2 buts, on a montré des choses, on a eu des occasions, on aurait pu en marquer plus. Il n'y a pas eu une maladresse, puisqu'au final, les buts ont été refusés, donc ils ont été au fond des filets, donc il y a une certaine forme d'efficacité à mettre le ballon au fond. Et on a retrouvé un Andy Diouf sexy et très joli à voir jouer. C'est de bon augure pour la suite, surtout que le mercato est pas fini, donc on va avoir des arrivées. Au rayon départ, alors DPDC est toujours en phase de réflexion, mais ça commence à user la direction par rapport à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'ils prennent une décision. Portland s'est mis d'accord avec Lens, ils attendent que la décision de DPDC. Danso, les courtisans sont nombreux, Rennes est toujours là, mais la PL est là, mais aussi la Juventus, on verra au moment où je vous fais la vidéo, il n'y a rien de décidé, mais le joueur va être poussé vers la sortie, et lui il veut partir. Sauf que lui, il veut partir à un endroit, mais le club veut pas. Donc ça va être un peu compliqué, mais ça va se régler. Je pense qu'ils vont trouver une solution. Mais en tout cas, il va être vendu. Le club espère en tirer au moins 26, 27, 28 millions d'euros. Ça partira pas à moins. Donc on parle d'un prêt payant, plus 25 millions d'euros en obligation d'achat. C'est un peu ce que veut faire Joseph Augourlian par rapport à Danso, et ça sera très bien vendu, puisque avec ses problèmes cardio, je pense que si on arrive à le vendre au moins à 28 millions d'euros, on aura fait vraiment le boulot et on aura bien rentabilisé le joueur. Voilà. Au rayon des arrivées, un Bosnien est d'ores et déjà ciblé et très avancé. C'est Selik, le défenseur du FK Sarajevo. Alors je sais plus son prénom, mais en tout cas son nom de famille c'est Selik, vous le verrez à l'écran. Très intéressant, très intéressant. Gros gaillard d'1m92, les retours de scouting, j'ai un peu fait le point, c'est un vraiment bon défenseur, bon relanceur, capable de se déplacer avec le ballon, capable de jouer à 4, mais aussi à 3, mais plutôt en défenseur central, en défenseur axial, dans une défense à 3, pas sur un côté.
Plus à l'aise à 4 qu'à 3 d'ailleurs. Déjà 2 passes décisives en championnat, donc il est capable de faire marquer. Voilà, 1m92, c'est un gros bébé. Hein. Mais ça serait vraiment le numéro 1 à la place de Danso au niveau du recrutement. Un ailier gauche est prévu, un offensif gauche est prévu. Et puis sûrement un milieu de terrain qui sera sûrement Bulatovic, à voir s'il est reprêté dans son club ou venir chez nous, mais ça dépendra des départs. Voilà. Donc Mendy, des PDC ont été mis au placard, hein, on leur a dit qu'il fallait qu'ils partent, et puis Hervé Kofi était malade, donc c'est pas une mise au placard. Dans dessous c'est pareil, c'est une mise au placard. Alors le joueur était pas forcément d'accord pour être mis au placard. Mais c'est vrai que la manière dont il se comporte au niveau de ses choix, voilà, on lui offre l'APL, il voulait l'APL, au final il veut aller à Rennes, mais bon, le club veut pas trop le mettre à Rennes. Hein. D'ailleurs, Rennes fonce sur Anthony Roux, je crois, et puis ils vont faire Lilian Brassier, donc je pense que la piste d'en dessous va s'éteindre, à moins qu'ils mettent 32-33 millions d'euros, ils le lâcheront peut-être, mais je pense que Joseph Ougourlan n'a pas envie d'être la pute de Rennes. Donc je pense que ça se finira soit en Italie, soit en PL. On verra un peu, il y a West Ham, il y a pas mal de clubs qui courent après Danso, donc on verra comment on va le vendre, mais ça va s'accélérer dans les heures à venir. Au niveau de l'ailier gauche dont j'ai parlé, ben bien sûr, il y a Ivan Oussek qui revient pas mal, j'en ai parlé, l'expat qui est un bon tweetos, on a parlé aussi, mais il pourrait y arriver à voir l'arrivée d'un petit prospect aussi, mais je pense qu'ils vont essayer de chercher un ailier avec un peu plus de métier en termes d'âge, mais en tout cas, voilà, Kevin Dodage, même s'il y a les extra-communautaires, ça va peut-être se résoudre. Kevin Dodage est toujours ciblé, mais Ivan Oussek et Ivanovic, hein, qui sont les deux grosses cibles aussi plus âgées, sont ciblés par le club. On verra un peu qui va signer, mais alors si on fait Ivanovic de la Saint-Gilloise, moi je bande, hein, parce que c'est un excellent ailier gauche, qui a pas mal de stats et qui fait des bons matchs européens, mais on va devoir sortir un peu la planche à billets si on veut le faire, parce que ça partira pas à moins de 7-8 millions d'euros. Hein. On verra bien un peu ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, d'après mes retours, le joueur sera intéressé pour jouer en Ligue 1. Donc pourquoi pas faire un gros coup avant la fin de ce mercato. Mais Ivanovic, attention, hein, ça peut faire très mal. Voilà un petit peu pour les infos mercato. Voilà. Et la projection, c'est bien sûr Nice, qui va être un énorme test, et pour les recrues, et pour Will Steele. 0-0 au match aller, match à domicile, match à l'extérieur. On est plutôt à l'aise à l'extérieur. On espère, hein, sincèrement, qu'on sera solide. Pourquoi pas faire un coup là-bas, mais un match nul m'irait très bien, parce qu'après, on va réenchaîner des équipes peut-être un peu plus abordables au fil du mois de février, même s'il y a y a des gros matchs quand même, je crois. Mais sincèrement, ouais, ce match-là, il faut vraiment qu'on puisse faire un résultat là-bas. Ça va pas être facile. Nice marche un peu sur l'eau en Ligue 1, bon, complètement éclaté en Europe, mais voilà, on a la place pour montrer de bonnes choses. Il va falloir faire très attention aux ailiers hyper vifs. Je pense qu'on jouera à 3 derrière. On va essayer de blinder les côtés pour éviter de se faire bouffer par Alicho et je sais plus, Boga, mais je crois qu'il est blessé. Je sais pas s'il va revenir, Boga, tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ils ont de la vitesse et de la percussion sur les côtés. Et Laborde est un très bon attaquant. En tout cas, voilà, ça va être un sacré test. Et j'ai hâte de voir ce match. Ça va être hyper plaisant et hyper sympa à regarder. Je serai au Touquet. Le match est vendredi, je crois, en plus. Si je dis pas de conneries, non. C'est vendredi ou samedi, je sais plus. Mais je serai au Touquet, mais c'est pas grave, je le verrai en différé. C'est pas gênant. Hein. C'est rien. Je me ferai pas spoiler. Je ferai du show-off Twitter pour pas me faire spoiler du match. Mais en tout cas, ouais. Si j'ai hâte de voir ce match, ça va être une sacrée guerre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end. On n'hésite pas. La cloche. On s'abonne, on met les notifs, les liens sont dans la description. Et puis, on se revoit très bientôt pour des petits shorts mercato, ça va s'exciter. Et puis, on fera une vidéo actu, on va dire conclusion du mercato hivernal. On fera aussi bientôt la FAQ. Vous avez posé des questions encore hein, dans les commentaires, ça serait bien hein, qu'il faut poser des questions pour me permettre de faire une FAQ qui tient la route. Voilà, sinon j'en fais pas, hein, si j'ai trop de questions. Voilà, tant pis Sabrina, moi je veux plus de questions. Sur ce, ciao les amis!